Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième journée du Summer Programme. Mardi, on s'était vu sur le leadership et l'influence. Et aujourd'hui, la thématique du jour, c'est la motivation et la connaissance de soi, avec un objectif, effectivement, un sous-objectif, on va dire, à ce webinaire, qui est de savoir se fixer des objectifs motivants et bénéficier d'une source d'énergie qui est plus puissante parce qu'effectivement, on va être aligné. Mieux on se connaît, plus on est capable de faire des choix avec lesquels nous sommes alignés. Et donc, plus on est capable aussi d'aller chercher des sources de motivation, des leviers de motivation qui sont encore plus forts pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, c'est un petit peu l'approche de ce webinaire. On est ensemble pour 1 heure et demie. Donc jusqu'à 14h30. Pour ceux qui auraient besoin de quitter avant, sachez qu'il est enregistré et que donc un replay sera disponible sur le site de la SOS dans la partie replay. Je vous enverrai le lien avec les slides. Donc vous aurez tout ça maximum d'ici lundi. On aura peut-être besoin de faire un petit montage au début et à la fin. Et puis l'idée, c'est que ce soit aussi interactif. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros ou partager dans le chat. Partager soit des questions, soit des expériences, un regard que vous avez sur le sujet que l'on sera en train d'aborder. C'est toujours beaucoup plus intéressant de pouvoir partager cette intelligence collective et s'enrichir tous ensemble. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. On est vraiment au tout début du webinaire. Juste lorsque vous n'intervenez pas, petite règle qui fonctionne bien, c'est on coupe son micro et puis comme ça, si vous avez envie d'intervenir, bien sûr, ouvrez vos micros et puis n'hésitez pas à interrompre pendant le webinaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots à la fois sur le pôle carrière. Donc moi, je suis Julienne Nadin. J'ai rejoint le pôle carrière il y a 5 mois. Je suis située à Paris, à Iéna, dans l'hôtel des Arts et Métiers. Et j'ai rejoint donc Frédéric Beck, qui est responsable du pôle carrière déjà depuis 10 ans. Et donc, on travaille ensemble véritablement à pouvoir accompagner chacun d'entre vous tout au long de votre trajectoire personnelle et professionnelle, que ce soit par des coachings individuels, par l'organisation d'ateliers, de webinaires, de conférences, de séminaires, par le biais aussi d'un job board qui est d'ailleurs en pleine optimisation, en tout cas réflexion pour un objectif de l'optimiser. On vous propose aussi une plateforme d'auto-coaching qui s'appelle Streamio. Ça va être une nouveauté de la rentrée, une nouvelle plateforme qui s'appelle Edflex, qui est une plateforme qui propose plus de 50 000 ressources, à la fois formation, certifiante ou non, MOOC, podcast, ressources écrites, articles, sur les thématiques, je dirais, des thématiques diverses et variées. On vous accompagne aussi avec des tutoriels, avec des interventions campus pour les étudiants, au travers de veille marché. Et puis là, on a deux gros programmes qui sont en cours aussi de développement. L'un qui s'articule avec des parcours de formation. Donc ça, ce sera lancé début 2024. Et avant la fin 2023, un projet qui s'appelle Future of Work, qui est à la fois un club innovation au sein duquel on va avoir des rencontres régulières, mensuelles, avec des experts, des intervenants, sur des thématiques tendance, marché, métier, compétences, et puis des événements. Aujourd'hui, on a en tête plutôt 3 gros événements annuels, des conférences tables rondes au cours desquelles on fera intervenir des experts et toujours sur des sujets de tendance. Quelles sont les tendances en termes de métier, de marché, en termes de compétences pour pouvoir vous donner des clés pour pouvoir prendre des décisions éclairées quant à votre carrière. Voilà ce qu'on a sous le coude. Vous pouvez retrouver tous ces services, bien entendu, sur le site de la SOS dans l'onglet Pôle Carrière. Hop. Merci Claudia.
Comment est-ce qu'on a pensé ce webinaire qui s'inscrit dans une série que l'on a appelée Summer Programme? On est parti du dernier rapport du Future of Jobs qui a été publié il y a quelques semaines par le World Economic Forum, qui a mis en exergue le top 10 des soft skills à développer, sur lesquels il faut capitaliser, en tout cas pour les 5 prochaines années. Et donc, on est parti de ce top 10 que je vous présente ici et on en a pris 5 pour pouvoir animer des ateliers pendant cette première quinzaine de juillet et partager avec vous nos expériences, nos connaissances, des expertises et puis surtout travailler ensemble à comment est-ce qu'on peut développer ces compétences pour pouvoir développer notre employabilité, pour pouvoir faire des choix avec lesquels on est davantage en cohérence et être plus, je dirais, plus compétiteur et plus attractif dans un marché de l'emploi qui est de plus en plus instable, volatile et complexe. Autre chiffre important que l'on a pris en considération aussi dans le choix de ce programme, 60% des critères requis pour la qualification d'un emploi relèvent des soft skills. Si vous prêtez attention, les offres d'emploi que l'on voit apparaître, alors j'entends juste un micro ouvert, si vous pouvez juste couper le micro si vous n'intervenez pas, je remercie. Si vous regardez, si vous êtes attentif un petit peu aux offres d'emploi qui passent, c'est de plus en plus flagrant la part que prennent les soft skills, donc les compétences, soft skills, c'est vraiment les compétences et aptitudes transverses, transférables, plutôt humaines, on va dire, que l'on voit apparaître sur les offres d'emploi. Et donc, effectivement, c'est de plus en plus un critère, en tout cas, de discrimination, de sélection par les recruteurs. Il faut savoir que une soft skills à développer met beaucoup plus de temps qu'une hard skills, on va dire en moyenne. Et donc, ça demande effectivement, lorsque vous recrutez une personne, de pouvoir d'abord juger en quoi elle va pouvoir matcher très rapidement avec vos besoins, avec la culture d'entreprise, avec l'équipe, avec votre type de management, avec votre façon de travailler, avant de savoir si elle a effectivement peut-être une compétence technique qui est peut-être plus facilement actionnable en termes d'apprentissage plutôt que le tempérament de la personne, du candidat requis. Donc voilà pour vous expliquer la genèse de notre idée sur le World Economic Forum. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller davantage en profondeur sur le fait de se connaître soi-même, de mieux se connaître soi-même et de connaître aussi ses leviers de motivation. Et il y a une phrase que je trouve extrêmement, que l'on connaît, mais qui mérite d'être creusée, en tout cas appliquée, celle de Socrate, en tout cas qui a été reprise par Socrate, connais-toi toi-même. Et c'est vrai que quand j'entends ça, moi j'entends aussi la connaissance est un pouvoir, certes. Par contre, la connaissance de soi, c'est un super pouvoir. Plus on se connaît, plus on est capable de mieux, je dirais, alors c'est se gouverner, mieux se gouverner, à prendre des décisions éclairées, à avoir des réactions adaptées, parce qu'on va connaître aussi, mieux se connaître et connaître ses réactions émotionnelles, et mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on interprète une situation de telle ou telle manière. Plus on va connaître aussi ce qui nous motive vraiment, ce qui est véritablement important pour nous, plus on va comprendre et découvrir quelle est notre raison d'être, et plus à partir de là, on va pouvoir faire des choix éclairés. Donc l'idée ici, c'est vraiment pouvoir à la fois mieux vous connaître à partir de la méthode DISC. C'est une méthode, c'est un modèle de comportement qui s'appelle le DISC et qui a été créé dans les années 20 par un physiopsychologue qui s'appelait William Moulton Marston. Mieux identifier aussi vos moteurs et vos forces, comprendre l'impact de vos émotions dans la mise en œuvre de vos actions, identifier également les freins, et notamment les freins internes, qui vous empêchent de faire des choix et d'agir. Et puis enfin, définir des objectifs motivants. Comme je vous le disais en introduction, à partir du moment où vous vous connaissez, vous savez aussi prendre des décisions qui vont être alignées avec qui vous êtes. Et c'est ça l'objectif. Et lorsqu'on prend des décisions pour lesquelles on est aligné,
on accède à une source d'énergie qui est beaucoup plus puissante que lorsque on fait que dans notre périmètre, par exemple, d'activité, on a 80% du job qui nous plaît pas trop, sur lesquels on n'a pas trop les compétences, et donc ça nous demande un effort considérable pour être aller à minima un peu performant, ou en tout cas répondre aux attentes. Et donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus épuisant et on a beaucoup moins de chances de se mettre en situation de réussite. Donc là, l'idée ici, c'est vraiment vous permettre de mieux vous comprendre, mieux vous connaître pour pouvoir prendre des décisions avec lesquelles vous êtes alignés. Et on peut aussi mieux aider les autres. Alors, c'est sûr, à partir du moment où je vous ai dit ça, Claudia, vous avez réagi? Et oui, c'est par rapport au bénéfice de se connaître soi-même, parce Exact. que on arrive à mieux reconnaître ses talents, ses compétences et les mettre au service de l'entourage aussi et de son Complètement. entreprise. Mm. Oui, oui, oui. Merci beaucoup Mhm. Merci à vous. pour ce partage. Et non seulement on est capable effectivement de mettre au service des autres, mais aussi on est capable, et ça c'est vraiment clé, de comprendre qu'on est tous différents. Et l'erreur que l'on fait souvent, c'est de penser que les autres fonctionnent comme nous. Et donc on s'adresse aux autres comme on aimerait qu'on s'adresse à nous. Or, chacun est différent et on va vraiment le voir avec le modèle du disque. Et donc, on va comprendre que finalement, on a un niveau de tolérance à améliorer pour pouvoir juste comprendre qu'on ne fonctionne pas pareil, qu'on ne voit pas les choses de la même manière et que du coup, on ne communique pas de la même manière. Et qu'il va falloir apprendre, et notamment lorsqu'on travaille en équipe ou même au sein de notre famille ou de notre cercle d'amis, à décoder finalement le message de l'autre parce que les mots sont aussi les mots qui sont utilisés par chacun en fonction de sa façon de voir les choses. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est clé. Avant de continuer, vous avez dû tous recevoir un questionnaire du pôle carrière, soit au travers de la newsletter, soit au travers de notre page LinkedIn, soit en allant sur le site de la SOS directement, soit en signature de nos mails. On vous a bombardé. C'est extrêmement important pour nous. Pourquoi? Ça vous prendra vraiment quelques petites minutes. L'idée, c'est qu'on a besoin de mieux connaître votre situation, vos enjeux, vos objectifs pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux vous servir. L'idée au travers de ce questionnaire, c'est vraiment de pouvoir co-construire avec vous le pôle carrière de vos rêves. Voilà. C'est de faire en sorte de pouvoir vous proposer des services, des accompagnements qui répondent véritablement à vos besoins et pas uniquement sur des sujets où on s'est dit, vas-y, c'est génial, on y va, ça, ils vont adorer. Non, l'idée, c'est vraiment de mieux vous connaître et de mieux comprendre ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous servir dans ce sens. OK. Si vous d'ailleurs, lorsque je vous enverrai les slides et le lien vers le replay, vous aurez le lien pour pouvoir répondre au questionnaire si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est parti. Donc le disque. Première chose, le disque qui est cette méthodologie, alors à 4 couleurs. Donc on entend parler parfois du questionnaire de personnalité ou de profil comportemental des couleurs ou le disque. Disque, ça vient du nom des 4 couleurs qui a été défini par son créateur à l'époque. Donc le D comme dominante, 1 comme influent, S comme stable et C comme consciencieux. Le disque permet quoi? Il permet de mieux se connaître et comprendre la manière dont on fonctionne, un peu notre pilote automatique, nos besoins, nos talents, nos moteurs, ce qui est donc source de motivation pour nous, ce qui est source de stress. Quelles sont nos limites? Parce qu'effectivement, dans cette façon d'être, il y a des super forces, il y a des choses qu'on peut vraiment utiliser au service d'un projet, d'un métier ou d'une action même personnelle. Et puis, il y a aussi dans ce tempérament, s'il est trop à l'excès, ça en devient aussi, ça inclut aussi également des limites. Et puis enfin, ces craintes. Qu'est-ce qui, effectivement, peut générer en tout cas des peurs, des craintes chez nous en fonction de notre profil comportemental. Il faut savoir qu'on a tous les 4 couleurs en nous. On a à la fois du rouge, du jaune, du bleu et du vert. Par contre, on se rend compte dans une grande majorité de profils qu'il y en a un ou deux qui finalement prend un peu plus de place que les autres. Et donc l'idée, c'est de pouvoir reconnaître quelle est notre tendance, quelles sont notre ou nos couleurs dominantes, et puis du coup de comprendre, de mettre des mots sur notre façon de faire qui est la plupart du temps inconsciente.
Si on prend par exemple les profils à dominance rouge, le profil rouge, c'est plutôt un profil qui est fonceur, déterminé, énergique, ambitieux, soucieux de l'objectif. Le profil rouge, lui, ce qu'il veut, c'est l'atteinte de l'objectif. Il est plutôt d'ailleurs axé tâches, résultats et plutôt extraverti. Efficace, c'est plutôt un profil indépendant, concret, orienté bénéfice, affairé, pressé, direct. Le profil rouge, lorsqu'il s'adresse à vous, il va droit au but. C'est plutôt un profil qui est plutôt confiant, agité. On le voit moins souvent, en tout cas quand il y a une forte dominance du rouge, à parler lentement, à agir lentement. On le voit en général s'agiter et s'affairer. C'est plutôt un profil qui est aventureux et volontaire. Encore une fois, le curseur se place selon le niveau de dominance. C'est-à-dire que si vous êtes un rouge très très rouge, bah effectivement, vous aurez une tendance encore plus forte à être fonceur, à être déterminé, à être énergique, à être ambitieux. Ça se placera encore plus fort. Si vous avez un curseur qui est, je dirais, dans la moyenne, ça pourrait être le cas, mais de manière peut-être moins, qui pourrait être perçue peut-être moins agressive pour le rouge, pour d'autres. Donc voilà, ça dépend encore une fois où se place le curseur. Je regarde la question de Juliette. Est-ce qu'on a le même profil toute la vie? On a une tendance. On a une tendance, c'est comme le MBTI, on a une tendance. Je me rappelle une fois où j'avais posé cette question justement à un formateur du MBTI en lui disant, mais est-ce que notre profil MBTI, c'est le même toute notre vie? Il m'a dit, si vous êtes droitier, vous serez toute votre vie naturellement droitier. Si à un moment donné de votre vie, vous avez le bras droit dans le plâtre, et vous devez écrire, vous allez écrire avec la main gauche. Et plus, alors au début, effectivement, c'est presque illisible, et en plus, vous mettez beaucoup de temps, et puis au fur et à mesure, plus vous allez utiliser votre main gauche, plus elle va s'adapter et elle va développer, en tout cas, une capacité à écrire de manière beaucoup plus lisible et un peu plus rapide. Par contre, ça ne sera jamais ce que vous auriez fait avec votre main droite. Donc l'idée dans le profil 10, c'est qu'effectivement, on a un profil naturel qui se dégage, et puis on a un profil aussi adapté. C'est-à-dire qu'en fonction des situations de votre vie, de votre environnement personnel, votre environnement professionnel, des possibles accidents ou petits traumas de la vie, vous avez une adaptation qui a pu se développer. Lorsque l'on fait le test du disque, d'ailleurs, apparaissent les deux. Il y a en exergue votre profil naturel et puis ensuite également votre profil adapté. Plus votre profil adapté est très éloigné de votre profil naturel, plus c'est un grand écart qui peut parfois être inconfortable. Plus vous êtes dans un profil adapté que vous avez développé depuis des années, plus vous en êtes accommodé, donc vous en rendez peut-être même pas compte. Donc on a un profil naturel qui en général est à peu près le même tout au long de sa vie. Après, le curseur peut un peu changer. Et puis un profil adapté qui est soit le même, parce que votre environnement de vie, à la fois personnel et professionnel, ne vous demande pas de faire cet effort, soit votre environnement et les situations de la vie vous ont forcé ou pas, en tout cas à développer un autre profil de comportement, et dans ces cas-là, vous avez un profil adapté différent. Ça répond à votre question, Juliette? Oui, merci. Je vous en prie. Donc ça, c'était le profil rouge. Et après, on va regarder d'ailleurs dans le détail toutes les caractéristiques du profil rouge. Le profil jaune, ce que le fondateur, ce que William Moulton a décrit comme profil jaune, lui a donné le nom d'influent. Le profil jaune, il est plutôt sûr de lui. Il est très sociable, optimiste, inspirant, généreux. Il aime faire la fête. C'est vraiment quelqu'un qui aime quand il y a de l'amusement, quand il y a de la quand c'est festif, quand il y a du plaisir, voilà, cherchez mon mot, quand il y a du plaisir. C'est un créatif, il est plutôt chaleureux, démonstratif, communicant, fédérateur, il embarque le jaune. Hein. C'est quelqu'un aussi de très sensible. C'est quelqu'un qui peut être aussi original. On va voir, il est pas forcément, il rentre pas forcément dans toutes les cases et notamment quand les cases sont très conventionnelles. C'est quelqu'un qui est énergique. Lorsque vous l'entendez parler, le jaune, vous le repérez en général. Parce qu'il va parler un peu plus fort, parce qu'il va parler avec une forte dynamique, parce qu'il va vous regarder droit dans les yeux, parce qu'il peut faire des grands gestes aussi. C'est un passionné. Donc, comme c'est un passionné sensible, lorsque vous allez dans son sens et lorsqu'il est motivé pour quelque chose, il peut déplacer des montagnes. En l'occurrence, si vous freinez son engouement, c'est quelqu'un aussi qui peut être très vite démotivé et sensible par rapport au feedback qu'on peut lui faire.
c'est quelqu'un qui peut être vite débordé parce qu'il est intéressé par beaucoup de choses. Il est curieux. Et donc, du coup, lorsqu'il va découvrir quelque chose, bah, il va partir il peut partir dans tous les sens, d'ailleurs, les profils jaunes. C'est quelqu'un aussi qui est intuitif. Le jaune, il est connecté à lui-même, à ses ressentis en règle générale. Et donc, il va assez facilement pouvoir repérer à l'intuition peut-être des opportunités, peut-être une manière, à un moment donné, une personne qui va être peut-être qui va pas aller bien et donc il va aller vers elle pour pouvoir l'embarquer, l'inclure dans la discussion, dans le groupe. Ce sont des profils qui sont tournés vers le futur en général. Le profil jaune, il avance, il regarde vers l'avant, il crée, il a envie d'avancer. Donc c'est vraiment ce type de profil-là. Et donc là encore, c'est là où vous placez le curseur. Plus on est un jaune, très très jaune, et dans ce cas-là, ça peut être agaçant pour d'autres, et notamment les profils qui sont à l'opposé, comme le profil bleu. Soit on est un jaune modéré, et dans ces cas-là, bah, finalement, ce qui va ressortir sont des qualités, des talents qui vont lui permettre d'avancer dans ses choix à partir du moment où il sera aligné. Il faut savoir que le jaune, c'est plutôt des personnalités extraverties, orientées personnes. Les rouges sont plutôt des personnalités extraverties, orientées tâches. Les bleus sont des personnalités, des types, des profils de personnalités qui sont plutôt introvertis et orientés tâches. Et les verts, orientés personnes et introvertis. T'arrives pas à choper le réseau là? Je te laisse reprendre Karl, ton truc. est-ce que je peux vous demander de couper votre micro? Merci. Donc voilà, donc on a aussi des personnalités qui peuvent avoir du mal à cohabiter ensemble, à communiquer ensemble, à travailler ensemble. Par exemple, un jaune et un bleu sont assez opposés dans les tempéraments. Et plus un bleu très très bleu et un jaune très très bleu vont travailler ensemble, plus la relation risque d'être compliquée. Un rouge et un vert, c'est la même chose. Le profil du vert, stable, sont des profils de personnalité encourageants, empathiques, loyaux, plutôt coopératifs, attentionnés, patients, alors que le rouge n'est pas du tout patient, plutôt calme, alors que le rouge est agité, confiants, conciliants, attentifs, qui peuvent être un peu susceptibles. Le rouge, lui, comme il est affairé sur l'objectif à atteindre, il peut effectivement froisser un vert qui, lui, aura une sensibilité plus développée. Le rouge a plutôt un tempérament, alors que le rouge a plutôt un tempérament dominant, alors que le vert a plutôt un tempérament soumis. Alors au sens noble hein, de soumis et pas au sens péjoratif, c'est quelqu'un qui est vraiment amical et prudent. Le mot d'ordre du vert, c'est aussi l'harmonie. Le vert n'aime pas les conflits, il a vraiment il aime vivre vraiment en harmonie, que chacun puisse avoir sa place, que chacun ait son temps de parole, que chacun puisse exprimer ses sentiments, ses émotions. Le vert, il a vraiment ce type de profil-là. Alors que le rouge, lui, il fonce droit sur l'objectif, ben effectivement, face à un vert, ça peut être un peu brusquant, voire agressif si le rouge est très, très rouge. Et puis enfin, le profil bleu, le profil consciencieux, lui est plutôt formel. C'est plutôt des profils formels, instruits, précis. Le bleu, il parle plutôt en termes de faits. Il n'est pas dans les sentiments, pas dans les émotions, le bleu. N'oubliez pas, il est orienté tâche, il n'est pas orienté personne. Il peut d'ailleurs paraître froid. C'est une personnalité très patiente. Il va vraiment réfléchir avant d'agir, le bleu. Il va peser le pour et le contre, il va réfléchir, il va mesurer les risques. Donc, face par exemple, à un jaune qui a envie de faire et qui est tourné vers le futur et qui a envie que ça avance et qui est passionné, eh ben, le bleu peut sembler être la personne qui appuie sur la pédale de frein alors que le jaune a envie d'accélérer, par exemple. Le bleu, il est introverti, donc il est plutôt réservé. C'est pas celui que vous allez entendre parler fort, faire des grands gestes. Pas du tout. Le bleu, il est plutôt réservé, il est très consciencieux, il est prudent, réfléchi, pondéré. Donc, on n'entendra pas dans son vocabulaire au bleu des superlatifs. Donc, quand on a par exemple un manager bleu avec une personne dans une équipe qui est plutôt jaune, le jaune peut se sentir non reconnu, avec peu de superlatifs qu'il a besoin d'entendre, parce que le jaune a ce besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être apprécié, d'être valorisé. Donc effectivement, avec un manager bleu, il va lui manquer quelque chose. Et pour le manager bleu, avoir une personne de son équipe jaune, c'est avoir l'impression aussi peut-être que la personne de son équipe part dans tous les sens, en fait peut-être trop, utilise trop de superlatifs, n'est pas assez factuel. Donc vous voyez un petit peu les petites tensions
qu'il peut y avoir entre des personnes qui ont des profils très différents. Pareil pour le rouge et le vert. Un manager rouge qui a une personne de son équipe qui est verte peut lui paraître peut-être trop direct, trop agressif, qui ne prend pas suffisamment en compte sa personne, son individualité, qui va lui mettre trop la pression, qui va lui donner des délais trop courts. Le vert, sur tout ce qui est changement, accompagnement du changement, a besoin vraiment d'aller étape par étape. Alors que le rouge, il fonce. Le rouge, il peut sauter 10 marches d'un seul coup. Le vert va monter une marche après l'autre. Et comme je vous le disais, on a tous ces 4 couleurs en nous. Et heureusement, parce que finalement, si on n'en avait qu'une seule par rapport aux autres, il nous manquerait pas mal de briques pour pouvoir interagir tous ensemble. Par contre, l'idée ici, c'est que plus on se connaît, plus on va être capable de savoir quels sont nos points forts, quels sont les là où j'ai vraiment, qu'est-ce qui me motive, quels sont mes leviers de motivation, quelles sont les limites à ne pas dépasser ou comment je dois m'adapter, je peux mieux m'adapter vis-à-vis d'autres personnes qui ont des profils complètement différents du mien. Et puis comment surtout je peux prendre des décisions, faire des choix qui sont plus éclairés parce qu'ils seront alignés avec qui je suis. Vous voyez bien que si, par exemple, vous avez un profil bleu et que vous acceptez un poste où il s'agit de faire, d'animer des kick-offs et des conférences à longueur de journée, ce sera certainement compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que le bleu est plutôt introverti. Le bleu va et en plus si on vous demande de faire des conférences et des kick-offs avec toujours des délais très très courts, donc vous n'avez même pas le temps de les préparer, on vous donne des informations qui ne sont pas vérifiées, alors là pour le bleu c'est très compliqué. Donc plus vous allez faire des choix professionnels pour lesquels on demande des compétences et on vous propose un environnement qui est favorable à votre profil de personnalité, plus vous allez avoir de chances de vous mettre en situation de réussite. Comment ça résonne chez vous? Est-ce que vous arrivez déjà à identifier quelle est votre couleur dominante? Oui, c'est super intéressant, utile, je trouve. Claudia, quelle couleur dans quelle couleur tu arrives à te situer? Dans mon cas, je suis plutôt jaune. Jaune. OK. Mais bien évidemment, avec les autres couleurs Exact. On a toutes aussi. les couleurs. Et encore une Mhm. fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur, comme il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. La question, c'est encore une fois, c'est quel est les choix que je fais dans ma vie et est-ce qu'ils sont alignés avec qui je suis? Et notamment mes choix professionnels. Est-ce que moi qui ai besoin de stabilité parce que j'ai un profil vert, est-ce que je vais dans une entreprise et sur un projet où tous les 3 mois, je change de poste, je change de pays, je change d'équipe? Pour un vert, ça va être extrêmement compliqué. Par contre, pour un rouge, donnez-lui un défi extrêmement ambitieux, très challengeant que personne n'a réussi à faire. Le rouge, vous allez l'animer avec ça. Le jaune, il va, si vous lui proposez un poste où il va être enfermé dans un bureau tout seul à travailler derrière un ordinateur, il va partir. Il va partir le jaune. Il a besoin de travailler en collectif. Les autres, quelles sont les couleurs où pour l'instant vous vous dites, voilà, moi je pense que mon dominant c'est rouge, jaune, bleu ou vert? Alors, j'ai quitté un poste en octobre, chef jaune, moi bleu. Je comprends, Frédéric. Et peut-être que du coup, avec ce webinaire, tu vas aussi comprendre un peu mieux les différences entre vous deux. Oui, complètement. Je suis plutôt tombé sur un nouveau chef rouge, donc, mais ça va. Le rouge et le bleu ont ce point en commun qui sont orientés tâches. Donc, du coup, ils peuvent facilement se structurer, s'orienter et travailler ensemble sur les objectifs. C'est carré, c'est cadré et c'est organisé. Effectivement, ils ont ça en commun. Comme le vert a en commun avec le jaune, le fait d'être orienté personne. Le rouge a en commun avec le jaune d'être extraverti. Et le vert avec le bleu d'être plutôt introverti. Donc, on a des points en commun avec certaines couleurs, mais avec d'autres, c'est plutôt l'opposé. Oui, Thomas, plutôt vert. OK. Vert, jaune, Juliette. Ouais. Donc là, plus vraiment orienté personne. Florian, jaune. Alors, je vois. Je suis jaune, un des rares dans ma boîte. Ah,
Alors, effectivement, je pense que côté ingénieur, les profils jaunes sont peut-être un peu plus rares au profit des profils bleus. Mais peut-être à faire un sondage pour pouvoir voir tout ça. Frédéric Jaune, oui, mon cher collègue. J'avais fait le test il y a quelques années. Isocouleur. C'est quoi ça, Philippe? Isocouleur? Ah, c'est le nom du test qui s'appelait Isocouleur, c'est ça? Non, non, c'est juste que j'étais en équilibre sur les 4 couleurs. Génial. Donc ça, Donc, je ne sais effectivement, pas. c'est rare. C'est rare, Jean-Philippe. Et pour les personnes qui maîtrisent un petit peu le disque, ce sont les personnes dont on a du mal justement à définir les couleurs. Par contre, vous êtes des caméléons. C'est-à-dire que vous avez cette capacité et cette facilité à communiquer et interagir facilement, quel que soit votre interlocuteur, quel que soit le profil de votre interlocuteur. Donc ça, c'est un super talent. Pascal, jaune-bleu. Alors ça, c'est rare. Ça, c'est rare, Pascal. Parce qu'effectivement, en général, ce sont deux couleurs qui sont aux extrémités. Mais par contre, en termes de talent, je pense que c'est quelque chose qui est assez puissant aussi. D'être à la fois très structuré, très rigoureux, très organisé, très méticuleux, et en même temps d'avoir cette capacité relationnelle, cette capacité à animer, à fédérer, à embarquer. Je pense que c'est un combo qui fait de très, très belles choses. Donc, bravo. Dominique, je suis clairement bi, jaune et bleu. Eh ben, bravo. Alors là, ça, ce sont des super profils. Parce que tant en tant qu'expert comme en tant que manager, vous avez les talents. Rouge-vert, ça aussi. Ah bah dis donc, ça aussi, ce sont des opposés qui sont beaucoup plus rares, Eric, parce que là, vous êtes capable d'être à la fois foncé, objectif, ne pas perdre l'objectif de vue, et en même temps, à ne pas perdre non plus la relation de vue. Et l'empathie, et notamment si vous êtes manager, à pouvoir aussi avoir cette patience et mettre en œuvre cette harmonie et favoriser cette harmonie au sein des équipes. Jaune et un peu rouge. Oui, Mathias. Bleu-vert pour Jean. Bleu-vert, effectivement, c'est plus courant. Le bleu-vert ou le rouge-jaune, ou bleu-vert ou jaune, c'est plus courant. Jaune et rouge. Ma chef est clairement rouge, rouge, rouge. Ah. Au moins, Élodie, si toi, tu as du rouge, tu réussis à communiquer avec elle. Mais effectivement, un rouge, si on met des obstacles sur son chemin, ça peut être un peu compliqué, surtout si il ou elle est très, très rouge. Oui, c'est tout à fait ce que je ressens. Donc, les tempéraments, quelles que soient les couleurs, les extrêmes, en fait, peuvent être pas évidents dans la cohabitation ou dans la collaboration professionnelle. Parce qu'il y a une espèce d'extrémité en termes de tous les talents. Et donc, du coup, ce qui pourrait être une force en devient quelque chose qui peut être une barrière dans la relation. Donc, je comprends tout à fait. Eh bien, justement, si on avance un petit peu, si on regarde un petit peu parmi les personnalités rouges, Alec Baldwin, on a aussi Meryl Streep, et notamment dans son rôle du diable s'habille en Prada, Michael Jordan, focus, objectif, résultat, Nicolas Sarkozy, personnalité aussi très rouge. Chez les rouges, quelles sont du coup leurs forces? Concentrées sur l'objectif, forte capacité à réaliser et notamment à prendre des défis et des projets ambitieux. Le rouge, si vous voulez, si vous êtes rouge, si vous avez cette dominance rouge, choisissez des profils de postes pour lesquels il y a des véritables défis, il y a des challenges. Si vous prenez un job sur lequel vous allez être monotâche ou très routinier, un poste qui est très routinier, vous allez vous ennuyer à mourir. Donc là, choisissez vraiment, prenez des décisions professionnelles qui vont avec votre profil. Qu'est-ce qui vous motive, les rouges? Ce sont les défis personnels, les responsabilités, les challenges, la compétition. Encore une fois, pareil, là, le rouge, si vous avez un manager qui fait du micromanagement, vous allez étouffer. Donc, il faut un manager qui vous donne une latitude, qui vous donne des responsabilités, une autonomie pour pouvoir gérer votre quotidien. Qu'on vous donne un cadre, OK, mais que vous ayez cette liberté dans ce cadre. On retrouve pas mal de rouge du côté des entrepreneurs.
Parce que le rouge a besoin de challenge, le rouge est multitâche, le rouge aime l'autonomie, aime la liberté. Et il aime initier, il aime lancer des projets et il aime les défis qui sont effectivement très, très ambitieux. Ce qui stresse un rouge, l'inaction. Alors là, si vous prenez un poste ou si vous managez un rouge ou si vous êtes rouge et vous prenez un poste, prenez véritablement un poste sur lequel vous avez des objectifs qui vous donnent un peu une petite boule dans le ventre parce que c'est challengeant, quoi. Le rouge déteste la lenteur, là où, par exemple, le profil vert a besoin d'y aller étape par étape. Le bleu aussi a besoin d'étapes, mais plus parce qu'il a besoin de vérifier. Il a besoin d'avoir des éléments très factuels et très exacts avant de prendre une décision. Le vert, c'est parce qu'il y va vraiment étape par étape. Sur le changement, il a besoin de cette étape par étape. Et donc, du coup, c'est en ça où un vert et un rouge peuvent parfois entrer un petit peu en collision. L'indécision. Ça serait un rouge. Si vous êtes rouge et que vous travaillez dans une très grande entreprise et qu'il y a des circuits de validation à rallonge, ça peut effectivement stresser un rouge. Les limites du profil rouge, c'est l'impatience, j'en parlais tout à l'heure, d'être trop porté sur les résultats et pas suffisamment sur les personnes. Donc, si vous êtes rouge et que vous avez aussi suffisamment de jaune, ça fait l'équilibre. Par contre, si vous êtes rouge et bleu, il va falloir, il y a un petit, en tout cas, un warning à avoir sur orienter personne. Comment est-ce que je considère davantage les personnes? Je suis davantage à l'écoute. Je prends en considération davantage même les sentiments et émotions des personnes. Parce que effectivement, si vous avez affaire à des bleus ou à des verts, ils ne sont pas orientés en premier lieu tâche. Sauf s'ils ont du rouge ou s'ils ont du bleu, bien sûr. Le rouge, l'efficacité, dans ses limites, l'efficacité passe avant les autres. Et donc, il peut être stressant, le rouge. Et plus il est rouge, plus il peut se stresser et stresser aussi les personnes avec lesquelles il travaille. Les plus grandes craintes du rouge, c'est quoi? C'est perdre le contrôle. À partir du moment où il perd le contrôle, il n'a pas la main mise, et c'est pour ça dans le mot dominant du rouge, c'est vraiment dominant, c'est contrôler. Et contrôler, c'est pas forcément les autres, mais c'est contrôler les situations. Autre peur, l'échec ou qu'on profite de lui. Ses talents, c'est entreprendre et réaliser. Le rouge, vous lui donnez un projet, il vous dit OK pour le projet, vous savez qu'il va mener le projet de front. Ses besoins, c'est pouvoir avoir l'attitude pour décider, avoir de l'autonomie et du contrôle. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve chez les profils rouges. Les profils jaunes, chez les personnalités, on a Robin Williams, on a Bill Clinton. Je ne sais pas si vous avez tous vu le fou rire que Bill Clinton avait eu avec, je crois que c'était Boris Yeltsin, si je ne dis pas de bêtises, qui est extraordinaire, ce fou rire. Will Smith. Alors Will Smith, on peut voir aussi son petit côté rouge, ce qui s'est passé aux derniers Oscars. Oprah Winfrey, voilà, qui est une animatrice américaine, qui est la plus grande animatrice, femme afro-américaine animatrice aux États-Unis, qui a cette capacité de fédérer, de mettre en relation, d'animer, aussi de prendre du plaisir dans ce qu'elle fait. Donc ça, c'est vraiment les personnalités jaunes. Un jaune, si vous êtes jaune, le driver que je vous conseille, que vous devriez utiliser dans vos choix professionnels ou vos choix même personnels et les décisions que vous prenez, c'est y trouver du plaisir. Si vous trouvez du plaisir, vous aurez votre source d'énergie quasiment inépuisable. Il peut se passer beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres critères qui peuvent ne pas être honorés, mais si vous avez du plaisir, là, ça fonctionnera aussi pour un jaune. Ses forces au jaune, c'est d'être optimiste. Il voit vers le futur, le jaune. Il croit que ça va fonctionner. Enfin, il en est convaincu même. C'est plutôt un bon orateur. Il aime parler, il aime s'exprimer, il aime embarquer, le jaune. Il a vraiment un bon relationnel en règle générale. N'oubliez pas, le jaune est orienté personne. Ses moteurs, valoriser les actions. Plus on va valoriser ce qu'il fait, plus on va lui donner du feedback, plus on va le stimuler, plus ça va le motiver, le jeune. Il a besoin d'efficacité aussi. Il peut partir parfois dans tous les sens, mais le jeune, il a besoin d'efficacité, il a besoin que ça fonctionne. Il a besoin de voir les résultats. Il aime les félicitations sincères, le plaisir et l'amusement. S'il prend du plaisir dans son travail, si vous êtes jaune, choisissez un projet professionnel dans lequel vous allez prendre du plaisir. C'est vraiment un driver qui est extrêmement fort chez le jaune. Par contre, ce qui va le stresser, c'est le trop sérieux, le trop conventionnel. Si vous êtes jaune et si vous êtes très jaune, on va éviter tous les projets de carrière, par exemple,
très conventionnel, très militaire, avec une méthodologie où il faut suivre étape par étape, sans digression, avec des process très très figés, très très carrés et non négociables. Donc ça, et avec des délais fermes. Donc tout ça, c'est pas en général pour un profil jeune. Il s'y retrouvera pas. Ce qui ne supporte pas non plus le jaune, et ce qui le stresse, c'est la méchanceté. Le jaune a une forte sensibilité. Donc effectivement, la méchanceté humaine, et encore plus parce qu'il est tourné personne, c'est quelque chose qui le touche profondément. Ses limites, respecter les horaires, accepter les silences. Le jaune, il aime dialoguer, il aime partager. Et le silence peut être perçu comme quelqu'un a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc ça peut gêner un profil jaune. Donc accepter les silences, l'organisation. Le jaune est très curieux, il s'intéresse à beaucoup de choses. Et quand il est passionné par quelque chose, ben, il va partager. Et donc effectivement, ben, parfois, ça peut partir un peu dans tous les sens. Et puis dernier point, la fiabilité. Le jaune, aller rechercher, encore une fois, je parle les dominances jaunes, ça dépend après, par exemple, votre degré de bleu, mais il va peut-être pas vérifier sur quelqu'un qui n'a pas un degré de bleu très élevé, aller vérifier certains faits, certains chiffres, certaines données, certaines statistiques. Et donc, du coup, bon, bah, parfois, il y va un peu, n'oubliez pas, le jaune, il est aussi très intuitif, à l'intuition. Ses craintes au jaune, c'est être rejeté, ne plus être aimé, perdre sa liberté. Ses talents, sa capacité à convaincre, clairement, à persuader et à fédérer. Le jaune, il ne laissera pas une personne sur le bord du trottoir. Il va vraiment embarquer. Un manager jaune, il va embarquer toutes ses équipes. Son besoin, être impliqué. Le jaune, il aime être au centre du groupe. D'ailleurs, il aime être dans un groupe. Il aime être aimé et avoir de la reconnaissance. Quel type de poste pour un jaune? Les jaunes, ça peut être des animateurs, clairement. Animateurs, conférenciers, on voit très bien des jaunes. Animateurs, conférenciers, managers, managers d'équipe, et pas forcément avec, parfois on oppose un peu l'expert au manager. Le jaune, il sera plutôt le manager, là où le bleu sera très très bien placé pour l'expert. Manager des équipes, fédérer les équipes, motiver les équipes, le jaune, il s'est très bien fait. Il est excellent en termes de feedback, le jaune. Comme il aime être valorisé, vous vous souvenez, on communique avec les autres de la manière dont on aimerait qu'on communique avec nous. Donc le jaune, il va s'appuyer sur ses feedbacks et il va valoriser les membres de son équipe. Il est très très doué pour ça. Quoi d'autre en termes de poste pour les jaunes? Ça peut être aussi tout ce qui est, ça peut être animateur de jeunes, ça peut être coach. Parce que il y a cet aspect où je t'embarque, je t'encourage, je suis moteur avec toi, on va y arriver. Le jaune, et puis là, cet aspect très optimiste aussi. Voilà sur les postes qu'on peut retrouver. Les autres, est-ce que vous voyez d'autres postes sur lesquels on pourrait voir des jaunes, auxquels j'aurais peut-être pas pensé? Oui, oui, complètement. Des créatifs, alors, oui, ouais, des créatifs. Oui, des créatifs, complètement. Sur, j'allais dire créatifs, artistes, artistes créatifs, oui. Dans du théâtre, de l'improvisation, même les artistiques, peinture, commercial, excellent, tout à fait, commercial aussi. Commercial, dès qu'il y a du relationnel. En fait, dès qu'il y a du relationnel, et dans le fait de convaincre, le jaune est très bon. Relationnel, convaincre, prendre la parole en public, le jaune est très bon. Sur la stratégie, je basculerai sur davantage des profils rouges, sur la stratégie, plus que le jaune. Parce que du coup, il y a une nécessité de structure et de données aussi marché, terrain, qui viennent un peu des profils rouge-bleu, benchmark et autres, avant d'établir une stratégie. Par contre, une fois que la stratégie a été, par exemple, orchestrée par des jaunes et des rouges, par des bleus et des rouges, le jaune sera excellent pour la mise en œuvre. Et pour embarquer les équipes dans le fait que, allez-y, on y va, on est tous ensemble, on est sur le même bateau et on va avancer ensemble. OK. Hop, mince. Les verts, personnalité verte, Michel Drucker, Kate Middleton, Gandhi, Malala,
Ouais, en tout cas des personnalités qui sont plutôt vertes, qui sont vraiment orientées sur la relation à l'autre, l'harmonie, la stabilité. Michel Drucker, je ne sais pas quel est le nombre d'années qu'il a animé son émission sur France 2. On est sur des temps longs sur le profil de personnalité verte, contrairement au rouge. Le rouge, si vous lui donnez des objectifs à très long terme, vous allez le démotiver. Il va falloir qu'il y ait des objectifs ou des sous-objectifs de manière temporalisée avant, des étapes avant. Si vous êtes sur un projet qui est trop long terme, le rouge va être démotivé. Par contre, le vert, si vous lui mettez des objectifs et de la pression très court terme, il va paniquer, va stresser et ça ne lui conviendra pas. On est plutôt sur du long terme. On est sur quelque chose qui s'inscrit dans le temps où on y va étape par étape avec une certaine stabilité sur des profils verts. Profil vert, ses forces, c'est sa patience, son écoute. Tout à l'heure, vous me posiez la question sur les métiers, des psychologues. On peut retrouver des psychologues chez les Verts. Dans le milieu médical. On peut retrouver dans le milieu aussi associatif, je dirais social, terrain. De certaines associations avec vraiment une vocation de je suis à l'écoute, je suis vraiment là pour t'aider, de vraiment à vocation mission. Ces moteurs, c'est être utile. C'est faire preuve d'amitié. Le vert, n'oubliez pas, il est orienté personne, plutôt introverti. Donc le vert, on ne le verra pas comme un conférencier ou un grand orateur qui parle devant beaucoup de personnes. Par contre, pour avoir des relations de one-to-one avec des personnes ou avec des petits groupes, il est excellent, le vert. Et c'est vraiment quelqu'un c'est le confident. Le vert, c'est la personne à qui spontanément vous allez avoir confiance pour parler d'une difficulté, par exemple. Ces facteurs de stress, c'est l'instabilité, l'agressivité. Le vert, dans une situation d'entreprise où il y a beaucoup de changements et c'est vraiment très instable parce qu'il y a des rachats, il y a des fusions, il y a des réorganisations de manière très fréquente, le vert, pour lui, ça va être extrêmement stressant. Et s'il n'a pas en plus de visibilité à long terme. Par contre, si on est vraiment dans des projets à long terme, dans une organisation qui est plutôt stable, là, il va se sentir bien, le vert. Et de la même manière que c'est plutôt un profil qui est à l'écoute, il appréciera aussi d'être managé par quelqu'un qui est aussi à l'écoute, qui est plutôt orienté personne. Ses limites, l'affirmation de soi. Quand je mettais tout à l'heure quand c'était indiqué soumis, c'est vraiment ça. Le vert, contrairement au rouge, il ne va pas forcément parler plus fort que les autres. Il va parfois avoir du mal dans certaines situations, s'il est face à des profils assez dominants, à plutôt ne pas exprimer ce qu'il ressent ou exprimer son désaccord. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il peut travailler pour pouvoir s'affirmer davantage. Ou alors, choisir un environnement professionnel ou personnel dans lequel on lui donne la parole, on lui permet vraiment de s'exprimer. C'est plutôt, il peut être effectivement un peu trop discret, avoir du mal à prendre certaines décisions, sortir de sa zone de confort. Le vert, il est vraiment dans la stabilité et à être focus objectif. Le vert, il va mettre davantage en avant la relation à l'objectif et aux faits et aux résultats. Ses craintes, c'est le conflit et le changement. Dans une situation, par exemple dans un environnement d'entreprise qui est très conflictuel, le vert ne se sentira pas à sa place. Donc si vous avez un profil vert, prévoyez vraiment des entreprises dans lesquelles il y a un bon climat social, dans lequel on n'est pas en train de fusionner, réorganiser tous les 4 matins, dans lequel vous avez un management qui vous donne la parole et qui est à votre écoute pour vous permettre aussi de prendre votre place. Ça, c'est extrêmement important. Ces talents verts, c'est vraiment de conseiller, d'accompagner et d'aider. Donc ça, c'est sa force et c'est sa force naturelle. Et c'est quelqu'un en plus en qui on a confiance spontanément, le vert. Ses besoins, être accepté et avoir des relations personnalisées. Dans un gros collectif, le vert, il ne se sentira peut-être pas à sa place. Il a besoin aussi, que son management l'individualise, le personnalise dans la relation. À partir de tout ça, quelles sont les personnalités maintenant bleues? Chez les bleus, donc nos consciencieux, on a la reine Elisabeth, très conventionnelle, Condoleezza Rice également, Bill Clinton et Einstein. Voilà les personnalités qui ressortent comme plutôt à dominance bleue. Quelles sont leurs forces? La précision,
l'analyse et la rigueur. Les bleus sont extrêmement forts et c'est pour ça que je disais effectivement chez les ingénieurs, chez les médecins, on va retrouver beaucoup de bleus. On peut retrouver des bleus aussi chez les militaires. Au sein de tout ce qui est sécurité défense, tout ce qui peut être métier assurance, voilà, où on a besoin d'avoir des données factuelles, précises, fiables pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est vraiment la force des bleus. Dans l'informatique aussi, dans le digital. Donc le bleu, c'est vraiment la précision, l'analyse, la rigueur. Ce sont ses forces. Ce qui le motive, c'est rechercher l'exactitude, c'est l'ordre, le travail bien fait. Donc pour un bleu, intégrer par exemple une organisation où ça part dans tous les sens, où on ne sait pas vraiment qui fait quoi, les périmètres de chacun ne sont pas véritablement établis, c'est une horreur pour un bleu. Il n'y a pas vraiment de process et on ne donne pas d'importance à ce qui en est. Par contre, si le bleu intègre une structure qui n'est pas organisée, avec peu de process, mais qu'on lui donne la responsabilité de le mettre en place, il vous fera ça de manière efficace. Donc le bleu, allez chercher un bleu pour vraiment travailler sur de la structuration, de l'organisation, des données plus fiables, de la data, tous ces éléments dont une entreprise peut avoir besoin, ça vous pouvez aller chercher chez un bleu. Ce qui va le stresser, le bleu, c'est l'urgence. Il a besoin de vérifier l'exactitude, il a besoin de valider la fiabilité des données. Donc, il n'appuiera pas sur la pédale d'accélérateur sans avoir vraiment vérifié qu'il y a de l'essence, que le niveau d'huile est bon, qu'on a déjà fait le contrôle technique, qu'on a déjà fait la révision de la voiture. Et ensuite, il pourra, une fois que tout le monde aura mis sa ceinture, ensuite, il appuiera sur l'accélérateur. Par contre, donc vraiment le bleu fonctionne comme ça. La dominance, le profil dominant bleu fonctionne comme ça. D'un autre côté, c'est la personne qui aura prévu toutes les étapes pour pouvoir organiser un événement. Si le bleu doit organiser un événement, sachez que tout sera millimétré, tout sera organisé, que vous aurez un tableur Excel et que vous saurez exactement où se trouvent les informations et que vous l'aurez vérifié certainement plusieurs fois avant de vous confirmer des données. Donc ça, c'est vraiment la fiabilité du bleu. Ses limites, il ne cherche pas forcément le contact. Ce n'est pas un grand relationnel, le bleu. Il n'a pas une grande aptitude relationnelle, sauf s'il est couplé avec, il a aussi du jaune. Donc, il peut sembler froid. D'ailleurs, pour un jaune, il peut sembler très froid. Il peut manquer d'ouverture parce qu'il va être affairé à ses tâches, à ce qu'il doit faire, à ses actions, à ses missions, à vérifier la fiabilité de ses missions. Et pour lui, sa valeur ajoutée, elle est là, d'ailleurs, dans les profils bleus. Il peut parfois être critique parce qu'il va être pointilleux. Il va voir tout ce qui ne fonctionne pas. Un bleu qui va regarder la présentation, par exemple, d'un jaune, peut mettre le doigt et donner un feedback au jaune en disant tout ce qui ne va pas. Et va oublier de lui dire de valoriser le travail qu'il a fait, alors que le jaune, c'est tout ce qu'il attend. Même s'il veut aussi du feedback constructif, il va aussi avoir besoin justement d'être stimulé et d'être reconnu pour ce qu'il a fait. Le bleu peut être aussi parfois un peu trop conforme et avoir du mal à sortir d'un cadre préétabli. Le bleu vérifiera aussi les limitations de vitesse avant d'appuyer sur l'accélérateur. Oui, oui, tout à fait, Dominique. Tout à fait. Il aura même, s'il a mis sur Waze le chemin, il vérifiera par où Waze va le faire passer. Il n'ira pas confiant. Là où le rouge ne va pas forcément vérifier, il va au plus efficace. Quel est le chemin qui me permet d'arriver à ma destination dans un temps le plus court? J'accélère, ça c'est le rouge. Et puis enfin, ses craintes, c'est l'erreur, la critique et le ridicule. Ça, c'est insupportable pour un bleu. Ses talents, c'est sa capacité à analyser des problèmes, à détecter des incohérences. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont naturelles pour un bleu. Donc si vous avez un profil bleu, allez véritablement chercher des projets, des environnements de travail ou de vie qui vous permettent d'utiliser vos talents. C'est là où vous serez le plus aligné et c'est là encore une fois où vous irez chercher, puiser cette source d'énergie qui est inépuisable. Ses besoins, acquérir du savoir, éprouver, tester et vérifier. Donc, petite question, qu'est-ce qui ressort comme une évidence pour vous par rapport à votre carrière professionnelle, par rapport au poste que vous occupez peut-être aujourd'hui ou que vous souhaitez occuper? Est-ce que vous êtes aligné entre votre profil de comportement naturel et ce qui est requis pour le poste? Ou au contraire, est-ce que ça vous demande un effort assez important? Dites-moi.
Allez-y, vous pouvez ouvrir vos micros si vous souhaitez. Ouvrir vos micros, mettre dans le chat. Est-ce que par rapport à... Est-ce que vous utilisez véritablement vos talents dans l'exercice de vos fonctions, ou est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il y a un écart et que finalement, ça serait plutôt il faudrait soit un autre profil pour vraiment être plus à l'aise sur votre poste, et peut-être vous à vous questionner sur est-ce que je suis à ma place là où je suis actuellement, que ce soit en termes de périmètre de mission ou d'environnement d'entreprise aussi. Allez-y, on est entre nous. Dans mon cas, je pourrais partager que j'ai fait déjà un peu plus de 5 ans, oui, dans un secteur des conseils, comment ça s'appelle, avec des outils de technologie, conseil du digital. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, ça s'est bien passé, mais là, j'ai un nouveau besoin en ce moment, et qui me mène à faire à chercher une nouvelle mission, toujours dans le domaine des conseils, mais plutôt orientée vers l'innovation, la stratégie de management, et toujours avec cette compétence du digital. Et là, je pense que dans mon cas, c'est le contexte de l'entreprise et peut-être aussi les nouvelles pratiques suite au Covid et tout ça qui a amené les consultants à travailler plus à distance et à travailler de manière isolée. Ouais. Et du ça, coup, pour un jaune, c'est compliqué. Oui, tout à fait, oui. Du coup, je commence à chercher plus d'émissions. Merci pour les explications, parce que ça me permet aussi de mieux comprendre mes besoins, les types de postes qui me correspondent. Oui, et c'est là où vous serez non seulement plus épanoui et où vous vous mettrez dans une situation de réussite. Parce que plus on est épanoui dans ce qu'on fait, plus on va chercher des compétences, des talents qui sont naturels pour nous, qui ne nous demandent pas de gros efforts, plus on est capable effectivement d'obtenir de meilleurs résultats. Donc complètement, très bien Claudia, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Je vois sur le chat, Dominique, plutôt aligné, même si le côté jaune s'ennuie tout le temps un peu. Oui. Là, à voir sur comment est-ce que soit vous pouvez agrémenter votre périmètre de poste, de mission, pour y mettre des éléments, des ingrédients qui vont coller à vos besoins de profil jaune, soit effectivement à voir à quel moment est-ce que c'est juste inconfortable, est-ce que ça devient insoutenable. Donc, c'est à voir où se trouve le curseur de je m'ennuie un peu, mais c'est tenable et que pour le moment, ça me va parce que le reste compense. Ou alors avoir une activité à côté. C'est se dire peut-être que dans mon job, ça couvre pas exactement tout ce dont j'ai besoin par rapport à mon profil de personnalité, mais par contre, j'ai une activité dans une association en tant que bénévole, et là, je m'éclate. Par exemple, en tant que jaune, je fais de l'impro théâtrale dans un groupe d'improvisation théâtrale, et là, mais vraiment, là, je m'éclate. Je me nourris, je fais de la scène, on est dans un groupe qui est hyper intéressant, enfin stimulant, on s'éclate, on s'amuse, on rigole tous les jours ou toutes les semaines. Et là, ouais, je nourris le jaune qui est en moi. Ça marche aussi. Je confirme en tant que jaune l'importance d'avoir des collègues dynamiques et enthousiastes. Merci Frédéric. Alors, Juliette, après réflexion, je suis plutôt vert-bleu et un peu jaune. Je crois que je suis à ma place dans l'associatif. Ouais. En étant vert complètement. Complètement. Le vert et le jaune qui sont très orientés personnes, et le bleu qui structure tout ça. Complètement, Juliette. J'anime en transverse une communauté métier, le dit, avec des relais partout dans le monde, et je me retrouve bien dans le profil jaune, fédérateur, exactement, et porté sur les personnes. Mon petit côté rouge me permet de les mettre dans l'action pour travailler et construire ensemble. Donc plutôt très aligné. Génial, super Élodie. Effectivement, là, avec le profil jaune, c'est l'animation et puis ça bouge.
Le jaune, il faut que ça bouge. Et puis si en plus, vraiment, le contenu d'émission te plaît et les relations avec les personnes sont enrichissantes, alors là, c'est jackpot. Thomas, j'ai vraiment l'impression d'être très multicolore. Compliqué de nourrir les besoins de l'arc-en-ciel. Je comprends, Thomas. Va falloir essayer de prendre un petit peu de tout. Et effectivement, parfois, c'est pas forcément dans son poste, le poste que l'on occupe à temps plein, mais parfois, ça peut être dans une activité par ailleurs, ou ça peut être alors soit une activité régulière ou pas. Ça peut être être organisé régulièrement des sorties, des restos, des voyages, des week-ends avec ma bande de potes, parce que ça m'anime. Ou organiser, ça peut être, si on est jaune, organiser une soirée déguisée, ça c'est génial pour un jaune. Et en embarquant tout le monde, en réservant la salle, en faisant une thématique, c'est extraordinaire. Florian, étant jaune, je suis ingénieur dans un bureau d'études et je ne me sens pas trop au top de mon utilité. Je comprends tout à fait. Et d'autant plus si le bureau d'études n'a pas cette culture d'entreprise qui va favoriser les feedbacks, l'encouragement, l'amusement. Si c'est effectivement très normé et que la culture d'entreprise, au-delà du métier, que la culture d'entreprise est très conventionnelle, très normée, avec vraiment des process à suivre et qu'en plus les personnalités autour de toi, Florian, ne sont pas tournées vers les personnes, je peux comprendre qu'effectivement, ça soit compliqué. Mais ça, on pourra en parler si tu veux. OK, on va avancer. Je vois qu'il est 14 heures. Et donc, du coup, à partir de tout ça, je voudrais que vous preniez vraiment 5 minutes pour pouvoir noter quels sont vos super pouvoirs. Donc, vraiment, prenez soit sur votre ordinateur papier, mais véritablement, je vous encourage à jouer le jeu. Quels sont vos super pouvoirs? À partir de ce qu'on a identifié sur les différents profils de personnalité, quels sont vos super pouvoirs? À quelle occasion les avez-vous déjà utilisés? Ça peut être à titre personnel ou professionnel. Dans votre activité actuelle, comment pourriez-vous en faire davantage usage? Et puis enfin, quelles sont les missions et activités pour lesquelles vous avez toujours de l'énergie? En général, c'est quand on est aligné. Donc vraiment, 5 petites minutes. L'idée, c'est que ça lance vraiment votre réflexion sur ces sujets et vous pourrez après continuer à travailler dessus. Mais vraiment partir des différents profils de personnalité qu'on a vus, ce qu'on a identifié, là où vous êtes vous identifié, et répondre à ces questions.
OK. Je vais me permettre d'avancer pour pouvoir tenir le timing, mais je vous enverrai les slides, ce qui vous permettra aussi de continuer votre réflexion. Dans notre fonctionnement, forcément, il y a un aspect qui rentre en jeu sans qu'on ait le choix, ce sont nos émotions. Nos émotions, elles ont pour rôle d'être finalement qu'une réaction rapide qui est issue du traitement de l'information de notre cerveau. Donc, au travers de nos 5 sens, on va percevoir des situations et à partir de là, on va entrer en action. Donc, vraiment, émotion, c'est je perçois une situation, je l'interprète et à partir de là, je rentre en réaction. J'y réponds pas. En tout cas, je rentre en mouvement d'une manière ou d'une autre, que ce soit un mouvement immobile ou un mouvement immobile, que j'y réponde sans réagir ou que j'y réponde de manière réactive. C'est mon émotion qui va être le moteur à mon action. La problématique, c'est que ces émotions, on ne sait pas toujours très bien les gouverner. Parfois, on arrive à les doser, puis parfois un peu moins. Et donc là, je vous propose une petite liste de 10 affirmations et je vous propose de noter un point à chaque fois que cela vous concerne et à chaque fois pour lesquels il n'y a pas de doute. Si vous me dites oui, ça dépend, on ne met pas le point ou alors on met 0,5. Mais l'idée ici, c'est vraiment mettez un point une fois que c'est vraiment très clair chez vous, qu'il n'y a pas de c'est pas ça dépend. Je sais ce qui provoque chez moi des émotions. Si c'est votre cas, si vous êtes capable de le faire, vous notez un point. Je sais nommer les émotions ressenties. Lorsque je ressens de la peur, je suis capable de dire instantanément au moment où ça se passe, je ressens de la peur. Quand j'ai peur, je ressens les signes physiques de la peur. Si c'est votre cas, vous pouvez noter un point. Je me rends compte tout de suite lorsque je perds mon calme. Pas a posteriori, tout de suite. Quand je me sens mal, je fais rapidement le lien avec une situation vécue. Et notamment une situation qu'on a pu vivre dans le passé, parfois il y a 6 mois, il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais il se passe un événement aujourd'hui et moi je me sens très mal et pourtant l'événement est minime, mais finalement il y a peut-être quelque chose dans mon passé qui n'a pas été résolu. Et si vous êtes capable de faire assez rapidement ces liens, vous notez un point. Je fais de l'introspection pour réfléchir à ma façon de fonctionner, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Ou ce que vous pouvez faire avec Frédéric ou moi dans les accompagnements coaching. J'arrive assez bien à me concentrer quand je décide de me focaliser sur une activité. Je sais agir sur ma façon de respirer quand je suis dans une situation tendue. Pour ceux qui connaissent, la cohérence cardiaque, ça fonctionne très bien. J'arrive à prendre du recul par rapport aux émotions ressenties sans me laisser submerger. Et puis enfin, j'arrive à prendre du recul par rapport aux pensées qui me viennent spontanément. Alors, combien avez-vous sur 10 ? 3, 3 sur 10, 5, 6, 6, 1, 6, 4, 5, 8. Bravo, Elodie. 5, 5, 2. Vous voyez au travers de ces phrases à quel point nos émotions impactent nos relations, nos décisions, nos actions, nos comportements. Donc on peut pas se dire je les mets de côté, je fais comme si j'en avais pas, c'est pas possible. Elles sont présentes et elles et de manière très inconsciente, elles viennent finalement guider, piloter notre fonctionnement à nous, nos décisions et au final notre vie. On est un paquet d'émotions sur pattes, ça c'est clair. Par rapport à ça, du coup, quels sont vos points forts ? Quels sont là aussi
Si je remets ici quels sont là où c'est vraiment quelque chose chez vous qui est vraiment un point fort, si on regarde vraiment nos points forts. Vous pouvez mettre dans le chat le numéro de l'affirmation si vous le souhaitez. Ou ouvrir vos micros d'ailleurs. Le 7, j'arrive assez bien à me concentrer. Super, 7, concentration aussi, à rester focus. 6, je fais de l'introspection. Ouais, réfléchir à ma façon de fonctionner. Le 9, j'arrive à prendre du recul par rapport à mes émotions ressenties. Bravo, ça c'est vrai que c'est rare. Se concentrer, prendre du recul par rapport aux émotions. Ça, c'est un vrai levier, c'est une vraie puissance, hein, savoir prendre du recul par rapport aux émotions et pas se laisser submerger. On est les seuls mammifères à être capables de se laisser submerger par nos émotions par le seul fait d'une pensée. On est capable, il ne se passe rien, hein, on peut être dans notre lit, il est 22 heures, on est prêt à dormir et puis d'un seul coup, on pense à un email qu'on n'a pas envoyé ou un email qu'on a envoyé au directeur général pour lequel on a oublié de mettre la pièce jointe et on est capable comme ça de faire une insomnie parce qu'on va penser à quelque chose sur lequel on n'a pas la main là tout de suite maintenant et on ne peut rien faire là tout de suite maintenant qui en rien a priori va jouer sur notre niveau de notre vie ou de mort, mais on est capable effectivement de s'empêcher de dormir pour ça. Où on est capable de ressasser des pensées sur ce qu'on a fait, pas fait, dit, pas dit, ou d'un conflit qu'on a eu pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Le mammifère, l'animal, lui fait pas ça. Il vit dans l'instant présent. Claudia, nommer les émotions ressenties, oui. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne travaille pas assez à ce vocabulaire émotionnel et qui permettrait d'ailleurs, lorsqu'on est dans une situation, de dire bon, écoute, là, je suis en colère, je te propose, là, je vais sortir, je vais me défouler un petit peu, je reviens et après, on reprend notre conversation. Ça ne serait pas plus simple si on faisait comme ça? Ou écoute, là, je suis frustrée par rapport à ce que tu m'as dit. Écoute, je te propose qu'on termine la réunion là maintenant et puis qu'on reprogramme un point, voilà, quand je me sentirai un peu mieux. On vivrait mieux, non, en communauté? Merci beaucoup pour vos partages. Donc effectivement, nos émotions, elles sont là, elles nous gouvernent. Et si vous voulez aller modifier ou en tout cas influencer vos émotions, il va falloir commencer par travailler l'interprétation que vous faites des situations. Ce qu'on appelle les métaprogrammes, c'est notre façon de fonctionner. Ce qu'on est en train de voir ensemble d'ailleurs depuis le début de l'atelier. En PNL, on y a donné un mot dans la programmation neurolinguistique, le PNL, ça s'appelle les métaprogrammes. Nous créons des représentations internes de toutes les situations et événements de notre vie en filtrant les informations à partir de nos 5 sens. Donc à partir de la vue, toucher, ouïe, goût, de notre odorat, on va interpréter des situations. On va déjà les percevoir. À travers nos valeurs, nos croyances, notre éducation, les décisions qu'on a pu prendre dans le passé, nos souvenirs, à travers notre manière de fonctionner, on va utiliser un filtre. Ce sont des lunettes. Et effectivement, chacun d'entre nous avons des filtres qui sont très différents. En PNL, on dit qu'il n'y a pas de regard objectif sur une situation. Il n'y a que des regards subjectifs. Parce qu'à partir du moment où on regarde une situation, on va l'interpréter, on va la juger. Et donc, lorsqu'on observe la réalité, l'interférence, c'est notre interprétation-jugement. Ce qui va nous faire traiter l'information d'une certaine manière. À partir de là, on va ressentir des émotions et des sensations qui vont nous faire prendre une décision et avoir une action, adaptée ou inadaptée. Donc, si vous souhaitez gouverner, influencer vos émotions, il va falloir revenir à la source et c'est comment est-ce que j'interprète cette situation? Comment moi, par exemple, en tant que rouge, j'interprète le fait que mon collègue de travail, qui a plutôt un profil vert, soit plutôt réticent à tout ce que je veux mettre en place de manière extrêmement rapide. Est-ce que moi, je vais l'interpréter par oui, de toute façon, il n'est pas efficace, il ne veut pas travailler, il n'est pas compétent, il n'est pas. Ou est-ce que je vais l'interpréter en disant finalement, non. On a 2 profils de comportement différents. Et à partir de ces 2 profils de comportement différents, comment est-ce que je peux faire pour travailler avec lui pour que finalement, on ressorte gagnant-gagnant de cette collaboration?
Et donc, plutôt que d'être en colère parce que je vais être frustrée, parce qu'on n'avance pas à la vitesse où j'aimerais avancer, et ben finalement, je peux entrer dans une ouverture, enfin, utiliser mon ouverture d'esprit pour me dire, bon, ben voilà, comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour que toi, tu te sentes à l'aise sur tous ces nouveaux événements qu'on est en train de mettre en place et tous ces changements. Et en même temps, ben, moi, que ça puisse aussi nourrir le fait que j'ai envie d'avancer, que j'ai besoin d'avancer sur ces sujets. Vous voyez un petit peu comment on peut utiliser finalement notre façon de fonctionner pour avoir aussi une meilleure ouverture d'esprit, une meilleure compréhension de l'autre et de son fonctionnement, et de comprendre qu'on est tous différents et que finalement notre super pouvoir, c'est de réussir à bien se connaître et à savoir comment communiquer, à comprendre l'autre, à être à l'écoute de l'autre pour bien communiquer avec. Pouvons-nous dire qu'il y a généralement un lien entre les réactions émotionnelles du présent avec un événement du passé? Oui, très souvent, bien sûr, Claudia. Sans faire ici de la psychologie, on est le résultat et on est le résultat et on prend des décisions en fonction de tout ce qu'on a déjà vécu ou pas vécu dans notre passé d'ailleurs. Mais notre cerveau a une capacité à faire beaucoup de raccourcis. Et c'est comme ça qu'il peut nous induire en erreur. Et c'est comme ça que dans notre interprétation, on peut être induit en erreur et donc avoir des émotions qui sont inadaptées par rapport à une situation, parce que notre cerveau va faire un raccourci, parce que lui, il veut tout de suite identifier ce qui se passe, quel est l'impact pour lui et la décision qu'il va devoir prendre. Sauf que parfois, ce qui s'est passé dans le passé, ça n'a pas forcément à voir avec ce que vous êtes en train de vivre dans le présent. Je donne un exemple. J'ai accompagné un candidat qui avait été licencié, qui avait un manager très toxique et qui lui faisait du harcèlement. Et lorsqu'il a repris un poste, il y avait des petites choses dans la façon de parler de son nouveau manager qui lui faisait rappeler son ancien manager. Et donc, en fait, instinctivement, il a commencé à se braquer, à être même sur la défensive et à se saboter son intégration dans la nouvelle entreprise. Parce que son cerveau a fait des raccourcis par exemple, je ne sais pas, elle utilise le même mot pour parler de ça, ou le ton de la voix qu'elle utilise, c'est ça, elle va s'attarder sur ça. Et en fait, très vite, il a fait un raccourci, son cerveau. Dont l'intention, elle est bonne, hein, c'est de protéger. Sauf que effectivement, c'était pas adapté dans cette situation. Donc oui, oui, il y a des liens complètement. Et notre cerveau utilise ces liens et parfois pas forcément à bon escient. Ce qui est vrai, c'est que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Je vous parlais tout à l'heure d'objectivité et de subjectivité, mais tel que nous sommes. Donc plus on se connaît, plus on est aussi capable de déjouer nos mauvaises interprétations, nos fausses croyances, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et donc là, l'idée, c'est de savoir entre la stimulation, la situation observée et l'action, la réponse que je vais donner, d'avoir ce petit temps. Parfois, c'est une fraction de seconde, hein. Ça peut être une respiration, mais qui nous permet juste de nous poser une bonne question, de pouvoir peut-être nous rassurer sur est-ce que mon interprétation est une interprétation, en tout cas, plus objective que subjective? Est-ce que mon jugement est justifié? Avant de pouvoir réagir et du coup apporter des réponses plutôt que des réactions. Et ça, c'est encore un super pouvoir. Et plus on se connaît, plus on est capable de réussir à faire ça lorsqu'une situation se présente. Donc c'est encore une partie de notre super pouvoir. Et donc là, je voulais que vous preniez aussi 3 minutes pour identifier quels sont les freins qui vous empêchent d'avancer en matière de croyances, d'interprétation, de jugement, d'émotions, de stresseurs. Donc, vous pouvez aller imaginer des situations que vous avez vécues et voir qu'est-ce qui a empêché le bon déroulement de l'événement, par exemple. Pourquoi ça a empêché ou ça a freiné ou ça a malmené l'atteinte d'un objectif. Et d'aller identifier quels sont ces freins internes, hein, parce qu'on parle bien de freins internes, qui sont chez vous et qui vous ont empêché ou ralenti dans l'atteinte de votre objectif. Dit par un ingé jaune, la réalité n'est pas un paramètre qui peut être modifié. C'est beau. Merci Dominique.
Exactement. Ce qui peut être modifié, c'est la vision que l'on a de cette réalité. Et c'est sur ça que chacun d'entre nous a un pouvoir. N'est qu'un paramètre qui peut être modifié. N'est qu'un paramètre qui peut être modifié. Et mon regard, il est vraiment sur, finalement, la modification, elle est sur le regard que l'on porte sur cette réalité, véritablement. La réalité, c'est un fait, une situation, et on y met les couleurs de nos lunettes, finalement. Donc justement, si vous changiez un peu de lunettes, pour modifier ces interprétations, en tout cas, comment vous identifiez, pardon, changez pas de lunettes pour l'instant, allez juste identifier qu'est-ce qui a pu être des freins. Quels ont été les freins qui ont pu vous empêcher d'avancer, d'atteindre un objectif en termes de croyances? Par exemple, je n'y arriverai pas, je suis trop jeune, ou je suis trop âgée, ou ce serait trop long de reprendre des études, ou je n'ai pas cette compétence, et puis de toute façon, c'est pas fait pour moi. Ou s'il ne m'a pas proposé, c'est qu'il pense que je suis pas capable, donc je suis peut-être pas capable. Ou si j'étais compétent, on m'aurait promu. Ou alors j'ai été en colère, les émotions qui ont pu m'empêcher, j'ai été en colère et j'ai peut-être trop exprimé ma colère. En tout cas, j'ai eu des comportements d'expression de ma colère qui m'ont porté préjudice, euh, ou mais qui étaient liés à mon interprétation, ou des stresseurs qui ont fait que finalement, au lieu de faire quelque chose qui me tenait à cœur, j'ai rien fait parce que je savais pas par où le prendre, et puis ça m'a agacée, et puis je savais pas, j'avais pas envie de demander de l'aide, et puis donc je l'ai pas fait. Voilà tout ce qui peut être des freins. Le manque de confiance en mes capacités, oui, ça c'est un frein, effectivement. Le doute, la peur de blesser, ma franchise, complètement. Merci Jean-Philippe pour ce partage. Parfois, il y a la peur du regard des autres aussi. Qu'est-ce qu'on va dire? Complètement. Merci. Une fois que vous avez repéré tout ce qui pourrait être des cailloux dans votre chaussure, des petits obstacles, des choses qui vous empêchent de faire ce qui vous tient à cœur. La peur du conflit aussi, tout à fait. Oui, Elodie. Et bien maintenant, j'aimerais que vous vous positionnez autrement. Si vous aviez, si vous aviez toutes les ressources, les aptitudes, et que vous étiez 100% confiant et certain d'y arriver, que réaliseriez-vous? Et là, je vous invite vraiment, à partir de tous les super pouvoirs qu'on a identifiés par rapport à vos profils, par rapport à vos aspirations et à ce qui vous motive profondément, je vous invite à lister, mais vraiment comme ça, sans vous donner aucune limite, vraiment dans la méthodologie de brainstorming, lister tout ce que vous aimeriez réaliser, accomplir d'ici la fin de votre vie. Ça peut être faire un voyage autour du monde, ça peut être gravir l'Himalaya, ça peut être apprendre une nouvelle langue, ça peut être passer plus de temps avec mes enfants ou faire un voyage avec mes enfants, tout ce que vous voulez. Ça veut dire prendre la tête d'une entreprise, lancer mon activité entrepreneuriale. Allez-y. Je vous laisse vraiment là 3-4 minutes pour lister tout ce qui vous vient en tête. Si vous aviez toutes les ressources, aptitudes, et que vous étiez confiant d'y arriver, que réaliseriez-vous?
Le GR en Corse. Moi aussi, Frédéric, j'aimerais bien faire le GR20 un jour. Ou une épreuve sportive du dépassement de soi, un Ironman, un ultra trail. Génial. Moi, mon prochain projet, c'est soit le GR20, soit effectivement le Kilimandjaro. Mais ce sera plutôt pour 2024. Jean-Philippe, tour du monde à la voile. Génial. Créer un tiers-lieu social, écologique et artistique. Waouh. Avec grand plaisir de communiquer sur le projet, Juliette, quand tu le lanceras. Alors là, un tour du monde à la voile avec mon mari et mes enfants. Voilà, donc du coup, là, on a une équipe. Élodie, tu peux échanger avec Jean-Philippe sur la réalisation de ce projet. Vous pouvez avancer ensemble. Politiquement incorrect, tuer tous les cons sur Terre, mais ça fait du boulot. Oui, complètement. Le GR20, je le recommande. Plutôt 2 fois qu'une. Ah, merci Dominique. Eh ben, tu pourras nous donner des conseils alors. Tu pourras nous dire comment se préparer. Quand vous voulez. On va créer des groupes comme ça sur nos rêves et pouvoir se soutenir. Génial. Rêver véritablement, c'est un mot qui est peut-être galvaudé, mais l'intérêt, c'est de le faire basculer en objectif. Et là, ce que je vous propose, c'est sur celui qui vous tient le plus à cœur, c'est de mettre une date. Et pas seulement une année. Mettez-y au moins un mois et une année. Donc sur tout ce que vous avez inscrit là, notez un mois et une année. Et vous verrez que notre cerveau, cette fabuleuse machine que l'on a à l'intérieur de nous, elle est capable de faire en sorte de vous faire avancer vers votre objectif à partir du moment où vous l'avez identifié et vous lui avez donné une date. Comme on dit, il va conspirer pour faire en sorte que ça fonctionne et que ça se mette en place. Quitte à vous faire à capter tous les petits signaux faibles des informations qui seront utiles pour, pour l'aboutissement et la réalisation de cet objectif. Et puis, dernière question, avant que l'on termine. En quoi ces réalisations sont importantes pour vous? Et qui sera fier de vous lorsque vous les aurez réalisées? Animer une conférence sur nos super pouvoirs et comment influer et inspirer les autres, 2025. Tu peux compter sur ton binôme pour te pousser à atteindre cet objectif. Là, en quoi ces réalisations sont importantes pour vous? Je vous invite à identifier quelles sont les sources de motivation. Et plus ces sources de motivation seront fortes, plus vous ne vous arrêterez pas au moindre obstacle. Pourquoi est-ce que j'ai réalisé mon rêve il y a quelques années de partir vivre au Brésil et d'ouvrir mon cabinet de coaching au Brésil, malgré les difficultés? Je savais qu'en réalisant ce rêve, je montrais à mon fils que c'était possible de réaliser ses rêves. Donc, ça, c'était ma source de motivation extrêmement puissante, extrêmement forte, qui a fait que je n'ai pas baissé les bras, même face à certaines difficultés. Donc, encore une fois, quels sont les éléments de motivation? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous de réaliser tout ça? Et puis, qui est-ce qui sera fier de vous? On arrive à la fin de ce webinaire. Avec quoi repartez-vous? Qu'est-ce que vous retenez de cette heure et demie passée ensemble? Allez-y, vous pouvez ouvrir vos micros, partager. Avec quoi vous repartez? Qu'est-ce qui est... Voilà, je vous servis un buffet. Qu'est-ce que vous prenez? L'entrée, le plat, le dessert, un peu d'entrée, un peu de dessert? Être à l'écoute de soi pour mieux écouter les autres. Oui, complètement, Frédéric. Pleine d'énergie. De rien, Juliette. Utilisez ses talents
pour s'épanouir, oser rêver. Oh oui, Thomas, complètement. Pour faire des choix avec lesquels on est aligné. Beaucoup d'énergie. Foncez en direction de vos rêves. Et partagez. Partagez-nous aussi. Je vous ai parlé là durant le webinaire du disque. On a un conférencier qui est extraordinaire, qui s'appelle Pascal Aumont, qui va justement faire une conférence, alors que j'appelle conférence show, parce que véritablement, il fait du show. C'est un ancien ingénieur de chez GE et Google et qui a fait une reconversion plus que réussie dans la comédie et qui allie maintenant à la fois son expérience entreprise avec la comédie. Et donc, il utilise le disque vraiment avec de l'humour, avec des imitations. Et donc, il explique vraiment les profils du disque. Je vous mets ici dans le chat le lien pour vous inscrire. Ça aura lieu le 11 septembre. À l'Hôtel des Arts et Métiers. Ce sera retransmis aussi, si vous êtes en région, si vous n'êtes pas en région parisienne, ce sera retransmis en live et on va faire également un replay. Donc allez-y, déjà réservé Frédéric, vous ne serez pas déçus, mais vraiment, c'est sûr. Vraiment, moi, je vous le recommande les yeux fermés. J'ai assisté à l'une de ces représentations et je suis ressortie avec des douleurs au niveau des maxillaires, tellement j'ai rigolé. Et tellement c'est parlant pour bien comprendre les profils de personnalité. Donc, allez-y vraiment. Il est 14h34. Pourriez-vous nous donner le lien par... Ah, je vous l'ai mis juste au-dessus. Hop. Normalement, vous l'avez dans le chat, le lien directement. Claudia, tu dois le retrouver, il est juste au-dessus. C'est bon? Super. Alors, identifier les modes de fonctionnement des autres, adapter du coup ses forces, rêver et se donner les moyens de réaliser ses rêves. Oui. C'est tout ce que je vous souhaite. Et c'était vraiment l'objectif de ce webinaire. Plus on se connaît, et c'est pour ça que je vous parle de super pouvoir, plus on se connaît, plus on est capable d'avoir un regard éclairé sur nos forces, ce qui nous anime, ce qui nous motive, et du coup de faire des choix avec lesquels on est en phase, on est aligné. Donc, allez-y vraiment dans ce sens-là. Merci. Merci à vous. Merci à vous pour cette heure et demie passée ensemble. Je vais vous laisser reprendre vos activités. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui seront également sur les autres webinaires du Summer Programme, avec grand plaisir, avec Frédéric Beck aussi. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end et surtout, prenez soin de vous.